Bonjour à tous et bienvenue sur votre web émission Et voilà. Et voilà, c'est votre rendez-vous autour de numérique responsable, bon pour l'économie, pour l'humain et la planète. Pour ce troisième et dernier numéro, nous sommes ici à Brest, en public, chez notre partenaire Alcatel-Lucent Enterprise. Pour cet épisode autour du futur des réseaux, nous partagerons les enjeux bien sûr d'accessibilité, de performance, de sécurité et de sobriété numérique. Et voilà, c'est parti! L'avenir des réseaux sera-t-il uniquement basé sur la vitesse, la performance et l'augmentation des points de contact? Comment les engagements environnementaux seront-ils pris en compte? Ou quelle est la place de l'IA? On entend beaucoup parler de cette nouvelle essor de l'IA dans nos réseaux. Ce que je vous propose, c'est de partager ce prochain épisode autour de ces défis et de découvrir ensemble ce qui nous attend, ou plus précisément ce qui vous attend dans vos réseaux. Pour discuter, je suis accompagné de deux spécialistes. Michel Blanchard, consultant réseau chez TIBCO. Michel, bienvenue. Bonjour. Et Patrick Ourtoul, spécialiste au réseau chez Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Patrick. Bienvenue sur le plateau des Voilà. Alors cette web émission s'articule autour de trois grandes questions, trois grands thèmes. Que nous préparent les acteurs du monde du réseau, avec Patrick qui va nous parler un peu des évolutions avec ALE. Quelle sera la place de l'IA dans les réseaux? Je pense que là, on est nombreux à se poser la question. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a une vision très claire encore aujourd'hui. Quels seront les défis de l'éco-responsabilité sera le dernier thème que nous aborderons. Enjeu, bien évidemment, que toutes les entreprises se posent aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions dans le fil de discussion en dessous de l'écran. Et voilà, c'est votre émission. Je vous dis, c'est parti! Messieurs, bienvenue sur cette web émission. Alors, je vais commencer par toi, Patrick, si tu veux bien, puisqu'en tant que constructeur, on a envie d'un peu de passer derrière les coulisses et de savoir un peu qu'est-ce qui nous attend, quels sont les changements que tu observes dans l'évolution du monde des réseaux. Alors, en fait, on peut résumer cela en fait à une stratégie que l'on a aujourd'hui qui correspond en fait à des besoins de nos clients. Donc, en anglais, c'est Digital Edge Networking, donc le réseau de l'ère du numérique. Ça, c'est propre à ALE, hein? Ça, c'est notre vision. D'accord. C'est notre vision parce qu'on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de points qui sont remontés et qu'on a besoin d'adresser pour être pertinent vis-à-vis de nos clients. Donc, le premier, c'est l'automatisation des opérations. On en a parlé déjà tout à l'heure, par exemple pour la sécurité. C'est automatiser tout ce qui est opération, automatiser le plus possible pour faciliter en fait la vie de vous, des SI. Ça va être aussi de faciliter aussi l'expérience utilisateur final. D'accord. Sur ces aspects-là, oui, on travaille sur de l'intelligence artificielle parce que effectivement, à partir du moment qu'on a des données, on va pouvoir les utiliser pour commencer à fournir des solutions avancées par rapport à ça. D'accord. On pourra en reparler. On va en parler, mais maintenant c'est le moment. Ah bon, c'est le même moment. Il me semblait qu'il y avait deux autres thèmes. Il y avait deux autres thèmes. On peut esquisser un peu ce qui va changer aujourd'hui dans l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus à voir? Alors, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, on connaît tous l'intelligence artificielle et puis on l'utilise au niveau marketing dès qu'on peut l'utiliser. Oui. En je fait, ne sais pas pourquoi tu me regardes. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers une grande quantité de données que l'on peut traiter, on peut voir quand même certains points, certaines directions. On parle de vecteurs dans la partie intelligence artificielle. Et donc, de ça, on peut faciliter la vie des gens. Donc, au niveau du réseau, ça va te faciliter la vie des administrateurs et la vie des utilisateurs réseau. Ça veut dire quoi? Si on prend la notion
on va dire, d'expérience utilisateur. Ouais. Ça va que nos équipements, aujourd'hui, vont remonter des informations, donc nos points d'accès, nos switches. Donc je vais prendre aujourd'hui les points d'accès parce qu'aujourd'hui, c'est là où on travaille le plus. Ça va être les délais, ça va être le roaming, le niveau de signal, etc. Ça va être envoyé régulièrement. Et on va pouvoir avoir une base de données, à partir de cette base de données, voir dans quel vecteur, entre guillemets, dans quelle direction en fait l'on va. Est-ce qu'on va sur une direction d'un bon fonctionnement du réseau qu'on a par rapport aux autres utilisateurs, par rapport à nos autres clients ou pas. Donc ça aujourd'hui c'est des directions où l'on va. Ça veut dire, ça va comparer les différents réseaux des clients ALE, c'est ça que ça va comprendre ? Effectivement, ça va comparer d'une certaine manière ce genre de choses. Je pourrais dire mon réseau est plus performant ou est au bon niveau de performance, c'est ça qu'on doit comprendre ? Oui, oui. Et effectivement, ce qui est important, c'est de voir aussi pourquoi un réseau peut changer à un instant T donné. Parce qu'il peut être performant à un instant T donné et diminuer de manière drastique sans comprendre les réseaux. Et donc, ce qui est important, c'est de faire ça. Aujourd'hui, on a sorti une solution qui s'appelle l'Omnista Network Advisor, qui est une solution en fait où on est capable aujourd'hui, depuis nos points d'accès ou nos switches, de remonter des problèmes d'anomalies réseau. Donc, ça peut être des anomalies, une boucle. Un petit rigolo qui s'amusait à mettre deux câbles Ethernet et de faire des boucles réseau, jamais. Ça nous a empêché de voir la vidéo tout à l'heure, par exemple. Ça pourrait être, par exemple, des attaques de type DDoS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, on a une solution qui va, des informations qui vont remonter de nos switches et nos points d'accès pour dire il y a un problème. Donc, c'est une solution qui va superviser le réseau. D'accord. Et ça, c'est l'IA qui fait ça aujourd'hui, ça ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un système qui est sur le cas du client. Il va regarder, il va surveiller le réseau LAN et Wi-Fi et sur certains types de profils d'anomalies réseau, remonter cette information à l'administrateur ou au partenaire qui gère le réseau pour lui montrer 24 heures sur 24 une problématique ciblée. Il y a un problème sur tel switch, sur tel port, sur telle boucle de réseau par exemple. Et ce n'est pas que ça, c'est un chatbot, donc c'est un chatbot qui va vous proposer une remédiation possible. D'accord, donc il va assister. Ce que demain, enfin même d'ailleurs ce matin. Non, c'est déjà aujourd'hui. Ça va assister l'administrateur dans la résolution. Effectivement. D'accord. Et donc déjà, il y a ce chatbot qui va vous aider et qui va vous donner déjà des remédiations possibles. Donc on commence à parler quand même de langage naturel. Ok, génial. Hein. Et le deuxième élément, c'est que les profils, ils ont été déterminés une fois pour toutes à travers de l'IA pour dire voilà, le profil de la problématique c'est ça, mais à partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'IA, on sait, elle a été déterminée, c'est bon. Et ce qu'on veut faire dans un deuxième temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de voir une évolution donc plus importante au niveau du réseau entier et pas juste d'un équipement si le réseau fonctionne bien ou s'il va commencer et mesurer sa performance. Michel, toi qui as aussi, parce que là on a entendu avec Patrick sur ALE, est-ce que toi qui aussi as une vision peut-être encore plus large au niveau des constructeurs, est-ce que tu observes des tendances au niveau de l'IA ? Est-ce que tu vois des pratiques émerger ou même des solutions, même peut-être actuelles, qui utilisent l'IA ? Oui, effectivement, oui, on a déjà mis en œuvre des solutions de réseau où il y a un module d'IA associé justement pour aider à l'exploitation du réseau. Donc pareil, c'est plutôt de l'assistance. Aujourd'hui, c'est plutôt l'assistance ou de l'accompagnement à la remédiation. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est un enregistrement de tous les événements qui peuvent se passer sur le réseau. Je prends typiquement l'exemple des réponses DHCP, qui à chaque fois qu'il y a une trame DHCP qui passe et une réponse DHCP, c'est envoyé au module central qui est aujourd'hui dans le cloud. Et puis il y a un algorithme qui compare l'évolution du temps de réponse du DHCP. Et puis si jamais il y a une dérive dans le temps, eh bien, il y a une alerte qui est envoyée en disant attention, voilà, il y a un dysfonctionnement qui ça commence c'est pas normal que ça évolue et tu risques d'avoir un problème à un moment donné et des utilisateurs qui ne vont plus pouvoir se connecter. Et donc, je te conseille d'aller voir un peu ce qui se passe sur son serveur DHCP. Donc, c'est vraiment un collègue administrateur, en quelque sorte, qui fait le boulot. Et effectivement, un humain pourrait difficilement tomber sur cette problématique parce que c'est improbable
de régler comme ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui, c'est vraiment une aide à l'exploitation. Et par conséquent, c'est aussi pour l'utilisateur, parce que forcément, on va soit régler la panne plus rapidement, soit l'anticiper dans le cas que j'ai cité. Ouais, tu maintiens conditions opérationnelles. Alors là, on a vu, on parle de l'exploitation, hein, vous nous précisez ces éléments-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un usage de l'IA dans la conception? Je sais que pour toi, Patrick, Michel, je vais y arriver. Michel, qui audite, qui construit ou qui conçoit, est-ce qu'il y a des outils qui émergent pour t'aider, voire même, tu appuies sur un bouton, allez, on se projette, hein, j'appuie sur un bouton, j'ai rentré mes usages et tac, j'ai mon architecture qui est toute faite. C'est jouable ça? On est dans la magie ou? Alors concrètement, moi je ne l'ai pas encore vu cet outil, j'en ai pas vraiment, oui, voilà, mais pourquoi pas un jour, mais ça me paraît quand même improbable. Improbable qu'on aille jusque là, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Après les limites de l'IA, on les connaît pas. On les connaît pas encore. Je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment vos questions dans le fil de discussion à nos experts qui se feront un plaisir de vous répondre. Messieurs, est-ce que ces transformations autour de l'IA, autour de ces évolutions, comment ça va impacter, je pense à nos DSI qui doivent aussi gérer des compétences, comment ça va les impacter? Est-ce qu'on doit, comment ils vont les accompagner dans cette montée en compétences? Là, on voit finalement, on va être dans un humain augmenté, mais est-ce que demain, ils vont changer de métier? Non, je ne pense pas, mais par contre, ils ont certainement besoin d'autres métiers aussi. Alors, nous, on a une vision aujourd'hui, quand on pense à l'IA, on pense tous principalement à du chat GPT qui nous aide tous les jours, qui peut nous aider tous les jours sur des problèmes de la documentation, même du développement. On peut demander de faire du développement directement, de l'illustration graphique, et il y en a d'autres, hein, chat GPT est un exemple. Maintenant, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un petit peu un retour en arrière, c'est que les entreprises vont continuer à utiliser de l'intelligence artificielle, mais plus dans ce mode-là. Aujourd'hui, on avait échangé sur DocuSign qui indique que les données qui ont été échangées dans DocuSign vont être utilisées pour nourrir leur IA? Pour nourrir leur propre IA. D'accord. C'est du notaire. C'est une déclaration unilatérale ou? C'est indiqué. D'accord. C'est un peu tard, il faut le savoir, mais bon voilà. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises vont certainement prendre leurs données qu'ils ne veulent pas partager, que ce soit financier, que ce soit au niveau des clients, et ils ne vont plus le mettre au niveau du cloud et vont le mettre dans leur data center. On parle de souveraineté là. L'angle. Alors ça, la souveraineté, c'est aussi, même en France, je veux dire, on peut décider quand même que c'est nos données, on n'a pas à le partager, c'est une entreprise, quoi. Et il y a la souveraineté aussi, hein, c'est inclus dedans, hein, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est, là, aujourd'hui, il faut savoir que nous, l'IA, on l'utilise aussi tous les jours. On l'utilise, par exemple, pour le support. On utilise de l'IA par rapport à notre base de données de connaissances, savoir que, par exemple, les routes causes, aujourd'hui, on est capable de les diviser par 2 ou par 3 parce que ce type de demande a été déjà résolu et qu'on avait ça. Donc, on commence à utiliser de l'IA aussi en interne. Et c'est pas. Depuis longtemps, c'est récent? C'est assez récent. Sinon, c'est quand même l'IA globalement est récent. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est depuis 2 ans, ça a pris quand même une bonne direction. Je pense qu'il y a même 1 an et demi, on aurait dit qu'on serait là. Je suis même pas sûr qu'on serait capable de faire aujourd'hui. On verra le replay. On verra le replay, effectivement, mais non. Podcast, bien évidemment. Non. Demander par exemple une illustration avec juste quelques mots et on a une illustration graphique de ce qu'on demande au niveau marketing, c'est quand même sympa. Hein. C'est incroyable. Et donc voilà, donc ce qu'on pense, c'est que l'IA ne sera plus automatiquement computée et les données ne seront pas automatiquement dans le cloud, ça va revenir au sein de l'entreprise dans les data centers. Et le problème que vous allez avoir, c'est simple, c'est que vous allez avoir besoin de CPU ou de GPU, parce que vous avez besoin de traitement de données, parce que vous allez traiter énormément de données pour en fait ressortir ce qui vous intéresse.
Et vous avez besoin d'avoir aussi de communiquer entre ces data centers. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, et c'est là où on travaille sur, c'est une conséquence sur les switches aussi, c'est qu'on va avoir besoin d'avoir des switches spécifiques pour les data centers qui seront capables d'avoir un débit tel qu'on puisse faire de l'IA au sein de l'entreprise. Ce que tu dis, c'est que l'IA va impacter la configuration ou l'infrastructure et on va revenir sur du on-premise. C'est ça que tu vois en termes de à l'échéance? Il y aura de l'IA cloud, ça existera toujours. Ouais. Et certainement, en tant que nous, utilisateurs personnels ou même professionnels, on déposera encore sur du cloud. On va déposer sur le cloud, mais pas n'importe quoi, déjà. Et deuxièmement, il y aura aussi, que ce soit dans l'entreprise, il va y avoir aussi de l'IA qui sera mis en œuvre par des équipes spécifiques et qui va demander d'avoir une infrastructure donnée pour tout simplement pour ne pas attendre des heures pour avoir un résultat. Et ça va demander d'avoir des switches qui soient très rapides et dont le débit soit supérieur aux 100 G. Michel, tu partages cette vision du retour progressif au on-premise parce qu'on a quand même eu une dynamique qui a été quand même à tout basculer sur le cloud. Est-ce que tu perçois, toi, cette dynamique on-premise pour la partie en fait, je suis assez d'accord avec effectivement la vision de Patrick qui est qu'à un moment donné, il y a une richesse dans l'entreprise qui est ses propres données qui peut être exploitée et effectivement, ça passe par un data center qui est complètement contrôlé par l'entreprise. Et effectivement, ça veut dire aussi plus de puissance réseau pour parler réseau, quoi. Dans les infrastructures, ça veut dire aussi des compétences probablement plus en interne. Pour gérer ce sujet-là. J'extrapole la partie réseau, je ne pense pas, ça sera toujours les mêmes besoins de débit, etc. Mais pour effectivement faire les études sur l'IA, de faire effectivement de voir les directions, faire des traitements de données, oui, effectivement, on va avoir besoin on sait globalement plus en plus de data scientists. Okay. Ça, c'est clair. Ok, très bien. Je vous propose qu'on fasse une courte pause. On revient juste après autour des enjeux importants de l'éco-responsabilité. À tout à l'heure. De retour sur votre web émission et voilà, on aborde désormais ce dernier temps pour ce troisième épisode autour du futur de vos réseaux, autour de l'éco-responsabilité. Alors messieurs, quel sera le futur de l'éco-responsabilité ? On voit qu'aujourd'hui on a des démarches qui sont entreprises par un certain nombre de constructeurs et pas que d'ailleurs, une sensibilité à l'éco-responsabilité. Alors on ne parle pas que de l'écologie dans l'éco-responsabilité, on parle bien de l'économie, l'humain et la planète. Comment vous voyez l'avenir ? Qui veut commencer ? J'ai pas de nom alors. Bon, je vais commencer. Patrick. Je vais déjà commencer à dire qu'aujourd'hui, effectivement, on s'engage au niveau de l'ASG. On a effectivement un directeur de sustainabilité et transformation, donc durabilité et transformation, qui travaille sur ce sujet aujourd'hui au sein d'Alcatel-Lucent. Et l'idée, c'est de réduire, comme on le sait, de 40% l'empreinte carbone, comme beaucoup d'entreprises, pour l'année 2030. Alors l'idée, c'est dire, on va travailler dessus. Il y a deux aspects à voir, c'est que c'est l'idée, puis il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut rendre compte régulièrement et publiquement des résultats aussi. C'est de l'évolution. Ça va demander un peu de temps. Et là, vous êtes déjà engagé dans ce on s'est engagé. Ah oui, on s'est engagé du fait qu'on a déjà ce directeur qui travaille sur ça, sur ces aspects. Et ça
comment ça a eu déjà des conséquences déjà dès l'année dernière un petit peu, et ça va continuer. Par rapport à l'éco-responsabilité, ou plutôt l'éco-conception ou l'éco-design, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. C'est déjà réduire la consommation des équipements. Bon, ça on a un petit peu parlé. Il y a des aspects éviter d'utiliser de l'énergie carbonée, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi de remplacer, alors il y a la notion, après on arrive sur d'autres notions qui est extérieure, ça va être tout ce qui est plastique. Et remplacer le plastique. Aujourd'hui, l'idée c'est de remplacer le plastique par du carton. D'accord. Qui est recyclé, qui est recyclé d'emballage, effectivement. Ouais, mais l'éco-design, maintenant, l'éco-design inclut la fabrication du produit, l'empaquetage du produit, et même, je dirais, même la partie indication d'information sur le produit. D'accord, les notices. Les notices qui, effectivement, qui doivent être maintenant plutôt informatiques que plutôt papier. Et puis après, il y a le dernier élément, c'est comment on va envoyer ce paquet. Est-ce qu'on va l'envoyer par la voie maritime, ou est-ce qu'on va l'envoyer aussi par avion? Quels sont nos stocks? Donc il faut peut-être l'utilisation de l'IA pour voir que pour tel équipement, on va privilégier tel type de transport, etc. Est-ce que vous étudiez ou vous travaillez sur la réparabilité? On voit que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a des sujets de réparabilité, voire de reconditionnement, où les entreprises peuvent remettre le système de manière circulaire? Circulaire, oui. Alors, il y a aussi la fin de vie du produit. Donc là, aujourd'hui, c'est arrivé en fin d'année dernière, où en fait, on donne la possibilité, soit à vous, intégrateurs, soit à vous, clients, de rapporter les produits. Donc on a des entreprises qui sont spécialisées là-dessus, qui vont reprendre les produits pour faire la fin de vie de ces produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des produits, on a ce qu'on appelle le taux de recyclabilité. Donc aujourd'hui, c'est une norme, ça s'appelle WEE. Et ce taux de recyclabilité, c'est dire que quand on fait un composant, un switch ou un AP, il faut que le taux de recyclabilité soit supérieur à 50%. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand on a commencé, on était de l'ordre de 70-80%. Par exemple, si on prend les bornes Stellar, la génération Wi-Fi 6 était de l'ordre de 80% de réparabilité. Aujourd'hui, sur le Wi-Fi 6E, on dépasse les 90% de réparabilité. Enfin, pas de réparabilité, excuse-moi, de recyclage. Voilà, j'ai dit une bêtise. De recyclage. Et donc, ça veut dire que souvent, quand on voit une AP, on voit ça comme du plastique. Là, quand je parle de l'AP, c'est pas que le plastique, c'est globalement le circuit électronique, le support et l'aspect extérieur, qui n'est pas toujours du plastique. Donc la recyclabilité, de toute façon, est très importante. Donc le fait de ramener ça à une entreprise spécialisée, gratuitement en plus, ça va apporter la possibilité de, effectivement, continuer à faire ce cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez en charge la logistique pour ramener le matériel, c'est ça, quand tu dis gratuitement? Alors, c'est-à-dire que, en général, quand on donne des équipements pour ensuite les jeter, on paye. Hein. D'accord. Là, c'est le fait qu'on ne paye pas pour ça. Et donc, c'est nous qui payons, en fait, quelque part. Mais par contre, pas le voyage, par contre. Pas la logistique, mais par contre, le recyclage voilà, c'est ça. En tant que tel. Michel, toi qui côtoies aussi, et qui est au sein de TIPCO particulièrement engagé dans l'éco-responsabilité, est-ce que tu observes des demandes ou des tendances de la part de nos clients TIPCO, il a une attention particulière à l'éco-responsabilité? Est-ce que ça rentre par exemple dans des critères quand tu fais une audit ou quand tu fais une architecture réseau? Alors au niveau de l'audit, l'architecture réseau, effectivement, l'éco-responsabilité, c'est difficile de le placer, si ce n'est effectivement de regarder comment ça s'appelle, l'efficacité énergétique des produits qu'on peut proposer. Et voir avec le client si ça peut vraiment être un critère, enfin c'est de plus en plus d'ailleurs un critère. Et sinon, nous à notre niveau, ce qu'on propose le plus aux clients, c'est des prestations donc le plus possible à distance pour éviter les déplacements. Donc c'est pas sur l'empreinte carbone, ouais. Voilà. Et puis les collègues qui doivent se déplacer se déplacent en voiture électrique. Voilà, c'est pas forcément propre au réseau, mais propre à tout le système d'information sur lequel intervient TIPCO. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'appels d'offres, et tout particulièrement français, parce que j'ai l'avantage d'être au niveau central, donc je peux parler avec mes collègues européens. Et j'étais étonné, c'est qu'en France, je trouve que l'éco-responsabilité est très importante au niveau des appels d'offres.
Donc je pense qu'au niveau entreprise... Sur les marchés publics sur le marché, ou sur le marché public et privé? Parce que sur le marché public, il y a une norme maintenant. Des obligations, Il y a des obligations, mais clairement, il y a une demande globale là-dessus, sur ce sujet-là. Donc nous, on a plusieurs, maintenant on travaille sur ces éléments-là, donc on a de plus en plus de réponses. Hein. On parlait de recyclage plastique, là cette année, ça y est, on va arrêter d'envoyer du plastique dans nos systèmes d'envoi, on n'aura que du carton. Donc là, il y a des statistiques, là bon, je l'ai pris, mais bien sûr je ne l'ai plus, qui montrent que on gagne des gains de poids de l'ordre de 31% et des gains de taille de 17%. Okay. Donc rien qu'avec l'histoire du carton, hein, du plastique, en enlevant le plastique, donc, parce que les plastiques, logistique, c'est moins de volume. C'est moins de volume, et on n'a pas ce plastique en bout qui sera mis quelque part et qu'on sait très bien comment ça va se transformer. Ça ne se transforme pas d'ailleurs. ça se rapetisse, mais ça ne se transforme pas. Et ça se retrouve dans la mer, etc. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir du carton et que ce carton soit aussi recyclé. Donc on est dans l'ordre de 80 à 90%. De recyclabilité de ce type de carton. On est engagé là-dessus, on est engagé aussi sur tout ce qui est alimentation, ce dont je parlais tout à l'heure sur les bornes Wi-Fi, donc la capacité d'avoir des catégories de profils d'alimentation. Tu parles de l'épisode 1 sur le Wi-Fi 7. Oui, tout à fait. Donc qui permet en fait de définir que dans la journée, on va utiliser nos points d'accès avec le maximum de fonctionnalités et la nuit, on va pouvoir peut-être enlever le BLE ou du Zigbee ou des choses comme ça. Endormir un peu le Wi-Fi. Endormir le Wi-Fi avec moins de performance, c'est des choses qu'on travaille dessus. Donc aujourd'hui, de toute façon, il y a une direction. Et puis je dirais qu'on arrive aussi quand même au bout, quand même, on parlait d'alimentation, donc de cette capacité de rendement des alimentations de nos switches, parce qu'en fait c'est eux qui vont donner l'alimentation ensuite au point d'accès, etc. Donc s'il y a une chose qu'il faut qu'ils consomment entre guillemets le moins possible ou qui a un rendement le plus important, aujourd'hui c'est l'alimentation des switches. Et aujourd'hui on est largement, on est compatible avec Energy-Star 80, mais enfin on est à plus de 85%, et on travaille encore pour les améliorer, pour effectivement voir comment on peut ventiler. On a des systèmes de ventilation qui s'adaptent aussi par rapport à la température. On a dans notre gamme des switches durcis, qui ont par exemple pas du tout de ventilation. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, parce que ça peut être utilisé n'importe où. Il y a chez nous, on a répondu à des appels d'offres où en fait on avait des switches distribués au sein du bâtiment, parce qu'on est câblé en optique. Et les derniers mètres étaient en Ethernet par exemple, et le fait qu'on puisse mettre ces switches dans le mur ou dans le plafond, etc., et qu'il n'y a pas de ventilation, c'est quand même plus simple à gérer quand même. Donc il y a toute cette organisation, et ce que je pense c'est qu'aujourd'hui nous on travaille sur cet aspect, améliorer encore les rendements, améliorer tous ces aspects-là, et ensuite on a aussi le dernier point, c'est de travailler aussi sur combien coûte, on revient toujours à la chose, combien me consomme, entre guillemets, 1 gigabit par seconde, et voir l'évolution. Donc on a voulu voir l'évolution sur nos 3 dernières générations d'unités de switch qu'on utilise chez nous, qui est le 6860. On a eu le 60, on s'appelait 50. Après on a eu le 60, on a eu le N, le E, le N. Donc on a regardé sur 2 générations. Et en fait, on s'est aperçu, juste pour regarder comme ça, que on consommait, avec la même consommation, on améliorait les performances. On améliorait déjà, le premier point c'était 240%, après on est passé à 140%. Donc aujourd'hui, à l'époque, lorsqu'on avait 1 gigabit par seconde, on avait 1 watt. Et maintenant on arrive à 4 ou 5 gigabits avec 1 watt. Donc j'ai pas dit qu'on va pouvoir... plus vite avec moins d'essence. Voilà, il y a quand même des limites, mais il y a quand même une direction, et on travaille dans cette direction-là, du point de vue technique, et on travaille aussi sur la direction au niveau de tout ce qui est empaquetage, parce que ça a une conséquence sur tout le transport. Et puis je pense qu'il va y avoir un travail aussi, je crois que tous ensemble, en tant qu'intégrateur, en tant que vous, utilisateur, parce que le fait par exemple d'utiliser l'électricité qui soit carbonée ou pas, ça va descendre la moyenne. Aujourd'hui, on parle de l'empreinte CO2. Cette empreinte CO2, il y en a 3. Il y a la fabrication du produit, il y a après l'utilisation et on va dire, le transport aussi, pour l'amener chez vous. Après, le troisième élément, c'est l'utilisation du produit. Bon, après, si tu as réutilisé, c'est une autre histoire, mais...
Et ces 3 éléments-là, si on regarde déjà juste la partie création du produit, si je fais un rapport de 100, déjà l'extraction minière correspond à 80% de cet élément-là. Donc là, il y aura des choses à voir à un autre niveau, à la source, mais on sait très bien que ça sera difficilement. Il y aura une autre partie qui va être le transport. Donc là, effectivement, c'est le choix, comme on disait, du transport par rapport au type d'équipement. qu'il faudra voir ça, donc ça, c'est pas de problème. Et puis après, il y a l'utilisation du produit. Donc, dans les entreprises. Dans les entreprises. Chez donc, nous, au niveau des DSI, comment on va gérer ça? Comment on va gérer ça? Est-ce que, par exemple, je vais prendre une DSI, est-ce que vous allez utiliser des sources d'énergie carbonée, non carbonée? Ça, globalement, ça va changer la donne sur la durée de vie du produit entier. Ça va être le fait de dire, bon, voilà, le week-end, il n'y a personne. Donc comme on disait tout à l'heure sur les points d'accès, je vais les mettre dans un profil particulier pour que ça consomme moins. Est-ce que j'ai besoin de tous ces suites? On va arriver de toute façon sur des choses comme ça, et sachant que globalement, nous, on va continuer quand même à fournir quand même plus de gigabits par watt. Et donc on reste quand même dans une course à la vitesse. On reste sur une course à la vitesse. On sait qu'on course. Et on a vu avec l'IA tout à l'heure. On en aura besoin. On en aura besoin dans les locaux. On va demander de faire peut-être du 400 G. Bon, ça va être énorme. Donc oui, effectivement, ça risque de consommer un petit peu. Mais à un certain moment de la journée. D'accord. Donc ça sera mieux réparti et on fera plus attention à nos consommations d'énergie. Merci à tous les deux. Merci, c'était un vrai plaisir à la fois d'animer ces 3 épisodes de Web Émission, de la préparation. C'était vraiment un très bon moment. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir suivi cette série autour du LAN, de la Wi-Fi 7, enfin du Wi-Fi 7, de la segmentation et des futurs des réseaux. Comme vous le savez, Et voilà est une émission éphémère qui restera 2 mois sur YouTube et qui basculera ensuite dans nos podcasts. Je tiens à remercier tout particulièrement la régie, Carole, Pauline, merci à Christophe pour le son. Je tiens aussi à remercier Sophie pour l'organisation de cet événement et merci à l'accueil de Dominique qui nous a gentiment fait découvrir un merveilleux endroit hier soir encore à Brest. Donc je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour Et voilà. Salut!